Berdros, je vais commencer peut-être avec vous, si vous voulez bien. On s'intéresse là à la capacité de poursuivre cet objectif sanitaire et environnemental en s'appuyant sur l'un pour développer l'autre et vice-versa. On le voit bien avec l'exemple du CHU de Montpellier, par exemple. Alors, Positive Business toujours, Arnaud Imberdros, vous êtes donc avec Valdelia. Le rôle, peut-être vous pouvez nous présenter le rôle qu'a joué votre éco-organisme dans la transformation d'une des obligations réglementaires en France en opportunité de business pour vos adhérents, peut-être. Alors, au-delà de la santé, en fait, la question qui est posée, et la question qui est récurrente, c'est à chaque mise en place d'un nouveau dispositif de responsabilité élargie des producteurs, on sent à venir, en fait, beaucoup de personnes qui contestent en disant bah, c'est encore une obligation réglementaire qui va me poser beaucoup de problèmes, et notamment les metteurs en marché, jusqu'à présent, étaient nombreux à chaque nouveau dispositif, à se poser la question de savoir quel était pour eux l'avantage de mettre en place ce type de dispositif, en dehors des questions environnementales évidentes de réduction de l'impact de leurs produits sur l'environnement. Ce qu'on arrive à démontrer avec Valdelia, c'est qu'aujourd'hui, la mise en place d'un dispositif de responsabilité élargie du producteur, c'est avant tout la mise en place d'un dispositif au service des metteurs en marché, pour les metteurs en marché, et qui a un véritable sens de développement pour ces derniers dans cette nouvelle économie qui est l'économie circulaire, et qui va leur permettre surtout de développer de nouvelles activités au service de leurs clients dans cette nouvelle économie circulaire. Si on prend typiquement l'exemple des centres hospitaliers et de ce qu'on a pu apporter à ces derniers, c'est cette question en fait et notamment pour tous les fabricants de matériel à disposition des centres hospitaliers, hein, c'est comment j'arrive à donner une seconde, une troisième, voire une quatrième vie à mon matériel, comment j'arrive à avoir grâce à mon matériel un impact social et sociétal important, et comment j'arrive à effectivement créer une appétence ou quelque part un amour autour de ma marque, et comment j'arrive à faire en sorte que grâce à ce dispositif de responsabilité élargie du producteur, ma marque en fait devienne une marque beaucoup plus citoyenne. Alors le premier axe, c'est bien évidemment la façon dont on met en place un dispositif de collecte et de traitement. Là effectivement on a un financement qui se met en place très simplement avec une éco-contribution, et on pourrait en discuter pendant des heures, mais aujourd'hui financièrement il est beaucoup plus rentable de payer quelque chose au moment où on achète un produit neuf, parce qu'au moment où on va faire l'acquisition de ce produit neuf, il est beaucoup plus simple de finalement faire payer ces externalités positives que sont le recyclage, la collecte, etc. Aux clients qui veulent les acheter. Hein. Quand on sait toujours que les budgets, je suis sûr que monsieur, quand il discute avec son responsable général des finances des coûts d'élimination des déchets, il a des combats qui sont très très durs, puisque c'est pas le sujet principal, et donc on veut bien faire mais on n'a pas les moyens de le faire. Un dispositif REP, ça permet d'avoir les moyens de le faire, puisque du coup on déplace en fait le budget de la fin de vie du produit au moment où on va l'acquérir, et donc son impact sur les finances globales d'acquisition sont beaucoup plus petites. Le deuxième impact, c'est l'impact sur la seconde vie. Ce matin il y avait une question sur le réemploi et la réutilisation. La mise en place d'un dispositif sur certains produits, alors ce qui est faisable sur le meuble n'est pas forcément faisable sur les produits à risque infectieux, mais par contre c'est aussi faisable sur les pneumatiques et d'autres emballages effectivement et d'autres. C'est cette idée de dire qu'une fois que j'ai créé ce produit, je vais lui donner une seconde, une troisième, voire une quatrième vie, avec des usages qui vont être différents sur ce produit au fur et à mesure de son utilisation. Et là, les dispositifs REP sont là pour accompagner les metteurs en marché à développer ces nouveaux business models qui non seulement sont attendus par les clients, sont portés aujourd'hui par cette société qui veut beaucoup plus de précautions par rapport à l'environnement, mais qui en plus correspondent à des modèles de développement de la marque où on va habituer les clients qui n'ont pas forcément les moyens d'acquérir le produit neuf, on va les accompagner en fait dans l'affection à la marque. Puis la dernière chose, c'est effectivement cette notion de matière et cette notion de réutilisation, de réemploi, de réutilisation de la matière quand le produit arrive en fin de vie. Et là encore, les dispositifs REP, en fait, grâce à leur capacité à mettre en place des systèmes de collecte, et donc grâce à leur capacité à saisir la matière à l'endroit où elle se trouve,
vont pouvoir redistribuer cette matière à des metteurs en marché, et notamment sur le territoire. Je vais prendre l'exemple de la France. Aujourd'hui, nous, on a une problématique autour du bois. C'est génial, on pense que les forêts françaises sont pléthoriques. On peut continuer à construire des millions de mètres carrés de bâtiments sans aucun problème, et on va pouvoir mettre des meubles parce qu'on a du bois partout. Que nenni, le bois aujourd'hui, c'est une denrée qui devient de plus en plus rare. Si on continue une exploitation forestière aussi intense que celle qu'on a aujourd'hui, peut-être que dans 50 ou 100 ans, il n'y a plus de forêt en France, et donc on sera bien embêté pour continuer à créer nos produits, nos meubles, à partir de bois français. La mise en place d'un système REP, c'est aussi la capacité de maintenir ces matières, et on le disait ce matin, de maintenir ces matières sur le territoire, de faire en sorte que ces matières soient de meilleure qualité à chaque repassage dans la machine, et que nos industriels continuent à pouvoir fabriquer leurs produits, parce qu'un des enjeux de demain, c'est fabriquer, mais fabriquer avec quoi? Alors, voyons comment, dans cet exemple, au sein de votre réseau Valdelia, SteelCase s'est positionné pour essayer de bénéficier de cette opportunité, enfin faire une opportunité de ce dispositif, alors que vous mettez des meubles, hein, c'est ça, sur le marché. Comment la gestion de la fin de vie de ces meubles, comment vous l'avez intégré, comment vous avez fait? Anthony Boulet. Bonjour à tous, donc Anthony Boulet, j'ai créé et développé le service écoservice chez SteelCase il y a une dizaine d'années, avant la création de Valdelia, auquel SteelCase a participé. Et le service écoservice, il apporte à nos clients qui achètent du mobilier neuf l'opportunité de se défaire de leur ancien parc, parce que qui dit j'achète, souvent je me sépare d'un ancien parc. On avait commencé avant Valdelia, on fait du vidage, on essaie de faire du don à des associations, et je travaille beaucoup avec les hôpitaux de Paris pour l'instant, ça va se développer, pour faire du don et de la mise à disposition de mobilier afin de mieux accueillir ceux qui viennent vous visiter. Et enfin, on faisait du tri recyclage, mais en pied de bâtiment. Donc on a participé à la création de Valdelia, et Valdelia nous a apporté sur cet aspect-là la traçabilité et une amélioration de la qualité de la prestation en pied de bâtiment, donc un meilleur service, et également une meilleure valorisation de la matière. L'autre point qui a été abordé tout à l'heure, il y a deux points qui m'ont beaucoup plu dans les interviews qui ont précédé, c'est cette notion de qu'est-ce qu'on fait de des assets avant que ça devienne un déchet et de la matière. C'est vraiment très catastrophique parce que je trouve qu'on jette beaucoup de choses. Nous, on vide les bâtiments, on revend sur le marché d'occasion ce qui peut se revendre pour que ça bénéficie à des PME, des TPE. On le fait au travers de partenaires, mais qui sont très exigeants, très difficiles. On essaie de faire du don le plus possible. Donc là, je travaille avec l'hôpital Trousseau actuellement. Je donne beaucoup de mobilier pour équiper leurs accueils. Et j'adorerais pouvoir en faire encore plus. Donc n'hésitez pas à me contacter, c'est avec grand plaisir. Le dernier point, c'est en effet comment je peux réutiliser la matière, réutiliser les assets qu'on a sur le marché. Et tout à l'heure, on a parlé d'éco-conception. SteelCase éco-conçoit ses produits. Je pense que ça, c'est quelque chose qui se remet difficilement en cause. On fait des super produits. Je viens du monde du recyclage. Face à un broyeur, un produit éco-conçu, c'est magnifique, mais ça ne sert à rien. Donc aujourd'hui, ce que va nous apporter Valdelia dans les phases de développement, c'est aussi une aide à l'amélioration de l'utilisation de cette R&D, de cette éco-conception qui est mise en place. Voilà ce qu'on essaie de faire. Merci à tous les deux. Je prendrai les questions à la fin de cette deuxième partie de la session, si vous voulez bien. Fabrice Bonifay, alors vous êtes à la fois et d'abord directeur développement durable un groupe mondial français, un groupe mondial du bâtiment qui est Bouygues. Pas que du bâtiment. Oui, pas que du bâtiment, en effet, mais qui est connu comme tel d'abord. Et vous êtes président d'une association des directeurs de développement durable française, qui est donc C3D. Est-ce que tout ça se fait à la marge, au fond, impulsé certes par les règles, impulsé par un certain volontarisme, mais quelle est la réalité, tout au moins sur le marché que vous connaissez, de l'engagement des entreprises? Est-ce que réellement, aujourd'hui, vous avez le sentiment qu'elles sont engagées et qu'elles voient les intérêts du positif business au plus haut niveau, dans le top management? C'est une très bonne question. Aujourd'hui, on peut dire que le développement durable est en train de devenir une chose centrale, alors que ça a été très très longtemps la plus importante des choses secondaires.
On commence à s'en apercevoir sur tous les marchés, sans exception, car tant que les phénomènes climatiques étaient quasi invisibles, il ne se passait rien. Maintenant que partout sur la planète, les dérèglements sont visibles et touchent la population, il y a le début d'une prise de conscience nette et même une certaine panique, on peut dire, partout. Et à juste titre. Partout dans les entreprises, partout dans les états-majors des entreprises. Partout dans les entreprises, partout dans la population, bien sûr. Les ONG nous avaient prévenus depuis des années de freiner, de concevoir autrement, d'avoir des modes de développement, des modèles économiques différents. Les scientifiques n'ont pas été entendus. Et aujourd'hui, il va falloir qu'on freine très très fortement en maintenant quand même, bien sûr, l'activité économique si on veut éviter l'effondrement. Et c'est pas dans 50 ans ou dans 100 ans c'est dans les toutes prochaines années. Donc il y a un virage sur l'aile qui est important de prendre et les entreprises sont questionnées aujourd'hui par leurs investisseurs. Et dès qu'on parle d'argent, bien sûr, ils écoutent plus, les entreprises, elles écoutent plus. Et donc il y a bien sûr eu des pionniers, dont Steelcase d'ailleurs, qui n'ont pas attendu ces signaux forts pour commencer à réagir, mais la plupart des entreprises commencent à réagir véritablement maintenant. Alors, ce qui est bien avec une entreprise, c'est que ce n'est pas des démocraties. Donc ça va plus vite. J'aime bien le c'est bien dans une entreprise. Et dès lors que la direction générale a pris un certain nombre de décisions, l'alignement des planètes se fait assez vite. Et c'est vrai qu'au C3D, on a 156 entreprises, toutes les plus grosses entreprises. Donc on est en mesure de bien mesurer le changement de braquet actuellement mis en place dans les entreprises. On espère que ça va aller assez vite. C'est pas gagné, car le coup de frein, je vous donne simplement quelques chiffres, hein, les émissions mondiales ne doivent pas dépasser 2900 gigatonnes, on en a déjà émis près de 2000, le budget carbone de l'humanité pour rester en dessous des 2 degrés, c'est à peu près 1000 d'ici 2100, sauf qu'au rythme actuel, on aura mangé notre budget en 15 ans. Donc il y a une division par 2 à opérer d'ici 2030, division par 3 d'ici 2050. Donc il faudrait que les entreprises en business as usual baissent leurs émissions de 6% par an, ce qui est énorme alors que les émissions mondiales continuent d'augmenter de 3,1 en 2018. Donc c'est vraiment un changement radical. Donc de modèle économique, passer à l'économie circulaire, c'est même plus une option. On sait que ça ne suffira pas, mais c'est la première marche à opérer. Ensuite, il y a bien sûr passer le plus vite possible sur l'approche usage. Les économies extractives doivent absolument diminuer, enfin, toute la partie extractive, on doit le plus possible utiliser les matières premières secondaires, le réemploi, mieux encore que le recyclage, en termes de vertu sur l'économie circulaire. Et ça, c'est tous les métiers, toutes les entreprises sont concernées par ça. On sait par exemple que le bâtiment est une des sources considérables, vous voyez, suivez mon regard, hein, Ouais. est une des sources considérables d'émissions de gaz à effet de serre, Oui. que le béton en particulier, neuf, et que la construction neuve est un souci à cet égard. On commence un peu à recycler, comme le disait très bien M. Boulet, des éléments quand on rénove un bâtiment. Certains grands promoteurs ou gestionnaires sur Paris, par exemple, poussés par la ville elle-même, essayent de jouer ce cercle vertueux de l'économie socialiste. Tout de même, ça reste à la marge. Comment est-ce que vous avez influence sur les états-majors? Alors, il faut savoir que pour mettre en place toute cette dynamique, les entreprises, ça ne suffit pas. Il faut que les clients soient OK avec. Il faut que la régulation aussi suive derrière. Mais bon, pour le bâtiment, effectivement, nous sommes les plus grands providers de déchets en France et même dans le monde. C'est 40 millions de tonnes, ne serait-ce que pour la France, de déchets du bâtiment et 270 millions de tonnes si on rajoute les déchets des travaux publics. Donc il y a déjà de l'économie circulaire qui existe dans ce métier-là depuis longtemps, notamment sur les matières premières secondaires, des matériaux de la déconstruction servent en sous-couche routière depuis des années aujourd'hui, et heureusement. Là où l'effort est à faire, c'est sur les éléments finis, les fenêtres, les faux planchers, les portes, etc. Où là, comme il n'y a pas de standard, chaque bâtiment est un prototype, c'est extrêmement difficile de réemployer. Donc l'arrivée de la maquette numérique aujourd'hui va changer beaucoup de choses. Et on est en mesure de penser que demain, les bâtiments vont devenir enfin, ou redevenir plus exactement, des banques de matériaux. Comme ça a été le cas d'ailleurs il y a autrefois. Il y a très longtemps. Ça mettra du temps parce que le renouvellement du bâti, c'est 1% par an en moyenne. Donc il y a un effort tout à fait considérable.
Les entreprises du BTP sont prêtes à ça, il n'y a pas de problème, mais il faut que les prescripteurs prescrivent. C'est-à-dire que les maîtrises d'ouvrage prescrivent d'autres types de matériaux, et nous, on suivra, on peut construire en terre crue, on peut construire en bois. Donc le bois de construction, certes, il n'est pas illimité, mais si on arrive à le recycler, et le réemployer plus exactement, on peut faire plein de choses. Ouais. Donc en fait, tout ça, il n'y a pas de problème de solutions techniques, les solutions techniques existent, mais il y a des problèmes d'acceptabilité, de changement de comportement. De coûts De coût, ben, et de décision des collectivités quand elles commandent. c'est pas forcément plus cher, tout ce qu'on est en train de se dire là. C'est pas forcément plus cher, surtout que si demain, on peut l'espérer, il y ait enfin une taxe carbone significative, on va s'apercevoir que tout ce qu'on est en train de se dire, c'est même moins cher. Mais il faut mettre en place cette dynamique. Armand Berrose. Oui, juste pour réagir sur ces longs à venir, etc., etc. Quand on a commencé Valdelia, enfin maintenant en 2012, on a commencé à travailler sur les questions de réemploi, de réutilisation, et effectivement on se posait ces questions de la commande publique, etc., de l'opposition entre les metteurs en marché et les entreprises qui allaient faire du réemploi, de la réutilisation. 6 ans après, tout ça c'est bullshit, c'est fini. Aujourd'hui, on a des expérimentations, on a des commandes publiques qui viennent de tomber. On a une parfaite illustration, je vous invite à aller voir une entreprise qui s'appelle Merci René, avec laquelle on a fait une très belle promotion de réhabilitation de bâtiments à Toulouse. 153 logements étudiants ont été réhabilités. C'est un vieux bâtiment qui a été totalement réhabilité avec des concepts de réemploi, de réutilisation, de la fenêtre jusqu'au mobilier, jusqu'au matelas. Tout n'a été que réemploi, réutilisation. Donc la commande publique commence à être là. Par contre, comme l'a dit monsieur, il y a énormément de questions qui se posent sur l'assurance, etc. Et si on revient en fait au rôle des responsabilités élargies du producteur, à la question du financement, parce que c'est comme quand on démarre sa bagnole, il faut toujours une petite pompe pour avancer tous les débats. Et bien là, on revient en fait sur le bienfait d'un dispositif REP bien conçu, bien imaginé, qui va permettre d'amorcer en fait tous ces dispositifs pour qu'ils deviennent rentables à terme. Merci. Est-ce qu'on arrive au bout de cette session 3 avant de passer une session sur le plastique? Et une question là-bas, monsieur, s'il vous plaît. Je vous en prie. Prenez un micro, voilà. Sur on, au-dessus. Voilà. Ça fonctionne. Bonjour, je suis Mathieu Ramal, je travaille pour Reuse, le réseau d'entreprises sociales européennes qui travaille dans le domaine de la réutilisation et du recyclage. Donc toutes les discussions, comme vous pouvez l'imaginer, fortement intéressées, et en fait je viens d'entrer en contact avec vous trois parce que vous avez... on représente par exemple Emmaüs, Envie, donc des structures qui travaillent dans le réemploi. Et avec qui, enfin je sais que Valdevia par exemple collabore avec Emmaüs pour la réception des meubles. Je me demande si Steelcase vous aussi participez, enfin voilà, donc c'est le cas. Donc très bien. Et d'accord. Et en fait nous on a ce positionnement sur l'EPR qui est un peu ambivalent, c'est-à-dire qu'on supporte l'EPR dans le sens où effectivement il faut que le producteur ait la responsabilité, la charge financière, mais par le passé, certains de nos membres qui travaillent avec des meubles, du textile, des déchets électroniques, certaines occasions se sont vus refuser l'accès en fait de ces produits, comme vous l'évoquiez en fait avant, c'est-à-dire que cette peur que les objets de seconde main rentrent en compétition avec les objets neufs, et donc un manque de volonté de la part de certains organismes de donner accès. Et donc en fait, vous posez la question, maintenant que ça a l'air de bien fonctionner, je vois que de toute façon en France, il y a pas mal de bons exemples là-dessus. Qu'est-ce que vous feriez pour encourager dans les autres pays européens ou ailleurs à avoir ce comportement? Merci beaucoup. Alors, 2 questions en une. Réponse, Anthony Boulet. Court, si vous voulez. Oui, court, mais pour l'accès à la concurrence sur les marchés, elle n'est pas du tout perçue comme ça. Ça fait 10 ans, un peu plus de 10 ans que je fais ce secteur-là. Bien évidemment, Steelcase nous a d'abord demandé de faire une étude de marché, et les gens à qui on s'adresse, on réemploie énormément au-delà de l'associatif, et l'associatif encore plus si je peux le développer demain. Donc pas de frein là-dessus, n'ayez crainte. Un mot très court. Alors justement, c'est compliqué de répondre très court parce que c'est un sujet qui est hyper complexe. Non, il n'y a plus d'opposition et il n'y en a jamais eu à partir du moment où on présente bien les choses.
Donc dans votre question, il y a deux sous-questions. La première sous-question, c'est effectivement celui qui détient le produit en fin de vie, ce que nous on appelle le détenteur. Est-ce qu'il va le céder pour effectivement que ce produit-là ait une deuxième, une troisième, une quatrième vie? Ça aujourd'hui, c'est plus un problème en fait de taille, de capacité des entreprises de l'économie sociale et solidaire à accueillir ces produits-là qui nous posent difficulté. Aujourd'hui, on a très peu de gens qui refusent que leur produit en fin de vie soit réemployé et réutilisé. C'est à la marge, c'est des gens qui vont avoir leur marque sur le comptoir, etc. en disant je ne peux pas avoir ma marque qui se balade. La promotion ailleurs en Europe? Alors, la deuxième sous-question, en fait, c'est l'opposition entre le metteur en marché et le réemploi et la réutilisation. Et ça, c'est une sous-question qui n'existe plus. Vous prenez juste un exemple qui s'appelle Renault. Aujourd'hui, Renault fait plus de communication sur ses bagnoles vendues d'occasion que ses voitures neuves. Donc, si on arrive à travailler comme il faut sur ces questions-là, on va dépasser l'opposition, puisque, comme l'a dit Anthony, les marchés sont différents. La promotion en Europe, vous la faites au travers de Reuse. Je pense qu'il ne faut pas opposer le réemploi et la réutilisation et le neuf. Il faut bien co-construire les choses. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire chez Valdelia. Et ce qu'on essaye de faire chez Valdelia, c'est principalement d'expliquer que chacun a son rôle et que la valeur peut être partagée. Le conflit naît en fait d'une volonté d'avoir 100% de la valeur, qui n'existe pas d'ailleurs, pour l'un ou pour l'autre. Dès qu'on partage la valeur, ça fonctionne et ça fonctionne très bien. Merci beaucoup, M. Verdroth. Il y a une question, William Belli, pour vous, à l'instant, qui vient de disparaître. Donc, dans la mesure où vous l'avez mise, il faut qu'on la remette, si vous voulez bien. Voilà. M. Bonifay, les éco-contributions REP sont-elles perçues par les entreprises au même titre que l'éco-taxe ou que la taxe carbone, par exemple? Comment elles sont perçues? Comme si la question c'est est-ce qu'elles sont mal perçues? Non, pas du tout. On a besoin de régulation. Tous ceux qui pensent qu'on va y arriver avec simplement des engagements volontaires se trompent de guerre. On a besoin de régulation. À condition que la régulation soit équitable, c'est-à-dire qu'elle soit pas acceptée, mais qu'elle concerne toutes les entreprises et qu'elle ne change pas tout le temps. Les entreprises ont besoin d'avoir de la visibilité pour investir. Et le grand problème de la régulation, c'est quand à chaque législation, elle change. Et ça, c'est très perturbant pour les entreprises. Il n'y a pas qu'en France que les régulations ou les législations changent souvent. Ben oui. Et donc, si ça ne change pas, je pense que les entreprises seront tout à fait d'accord avec une régulation pérenne, avec une vraie vision dans le temps. Je suis navré, vous le répondrez personnellement si vous voulez bien, mais là, il faut qu'on enchaîne avec la 4e session. Applaudissements, s'il vous plaît.